Attention. OK, l'enregistrement est en cours. Je peux y aller. Alors, est-ce que c'est assez gros pour que vous puissiez lire? Oui. Moi, ça va. OK. Comment ça va? Ouais. Alors, allons-y. Donc, c'est les bases des threads en Python, le sujet de ce workshop. Les deux sources principales sont les deux URL qui sont mentionnées là. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller regarder tranquillement. OK. Alors, les threads, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui permet d'exécuter plusieurs choses à la fois, typiquement plusieurs fonctions à la fois, c'est-à-dire simultanément. D'accord? Et la manière dont ça se fabrique, c'est assez simple. On définit une fonction, donc ici, une fonction comme on ferait en Python, thread function qui prend un paramètre, qui ne fait pas grand-chose d'intéressant pour l'instant, puisqu'elle se contente de dormir pendant 2 secondes. Et ensuite, dans le main du programme, je crée un objet de la classe thread en lui fournissant ici 2 paramètres. Premier paramètre, quelle est la fonction exécutée? Et deuxième paramètre, quels sont les arguments à passer à la fonction sous la forme d'un tuple. D'accord? Donc là, la ligne x égale threading.thread de machin, ça me crée un objet thread qui va exécuter la fonction thread function et en passant comme argument name la valeur 1. Ensuite, on a une deuxième ligne qui est start, qui pour dire, voilà, commence l'exécution en parallèle du main. Ensuite, on a une autre fonction qui est join, qui est, j'attends que le programme parallèle ait fini de s'exécuter. Et puis voilà. Donc, si j'exécute ça, ça m'affiche des choses. Vous voyez que ça affiche des choses plus ou moins. Et donc, il y a le main qui affiche des choses, il y a le thread 1 qui démarre. Je suis au courant que le thread 1 a démarré, le thread 1 se termine et le thread 1 est fini. Alors, si je l'exécute plusieurs fois, il peut y avoir des choses bizarres qui se produisent. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a un espace qui a été mangé et puis il est réapparu après. Et donc ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle les race conditions, donc les mises en concurrence de threads. Et print n'est pas très adapté pour faire ce genre de choses. Et donc, il y a une autre bibliothèque qui existe qui s'appelle logging, qui lui est sûr au niveau des threads et donc permet à plusieurs threads d'afficher des choses à l'écran sans que l'affichage soit trop corrompu. Donc là, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que voilà, au lieu d'utiliser print, j'utilise logging.info de manière à afficher les différents messages. Donc là, on peut spécifier un format particulier. Bon, c'est pas particulièrement intéressant, donc ça fait exactement la même chose. Sauf que maintenant, j'ai en plus l'heure à laquelle ça se produit et mon affichage n'est plus mélangé. Alors, on peut légitimement se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne fais pas de join? Donc là, on a le même code d'avant dans le main, je démarre le thread et je ne fais pas le join. Donc si je n'attends pas que le thread ait été exécuté et que j'exécute mon notebook, eh bien, on voit que le main, il dit ah, ça y est, j'ai terminé, et puis ensuite seulement le premier thread se termine. Alors là, c'est une des choses qui est un petit peu différent suivant qu'on exécute des threads dans un programme Python ou dans un notebook. Et une des choses un petit peu problématiques, si j'ose dire, qui est que quand on termine un programme normal, eh bien, avant de se terminer, le programme attend que tous les threads soient terminés. Sauf si on utilise des threads démons, à ce moment-là, si on termine le programme, tous les threads sont tués et on termine. Mais quand on est dans un notebook, ce n'est pas ce qui se passe.
Et il faut faire bien attention à ce que tous les threads se terminent avant, avant de quitter la fonction, parce que sinon on a des threads qui continuent à s'exécuter en tâche de fond et on ne comprend plus du tout ce qui se passe parce que la cellule du notebook dit qu'elle a terminé alors qu'en fait elle n'a pas terminé. Et donc, dans tout le reste, j'ai essayé de faire en sorte que les threads lancés en parallèle se terminent alors qu'on est dans le notebook. Alors, bon, là, j'ai créé un thread, mais en fait, on pourrait en créer plein. Donc là, comme je veux faire un join, je suis un petit peu obligé de garder la trace de tous les threads que j'ai lancés. Donc là, je suis toujours dans mon main, et donc j'ai une nouvelle variable thread qui est une liste. Et pour lancer 4 threads, je crée 4 threads, je le démarre et je l'ajoute à ma liste. Et ensuite, pour réussir à faire le join, comme j'ai gardé la trace de tous les threads que j'ai lancés, je fais une simple boucle pour faire le join partout. Et donc là, je lance 4 threads. On peut voir que ça s'exécute de manière un petit peu arbitraire. Ça dépend du scheduling qui va être fait. Et si je le lance plusieurs fois, je vais avoir des ordres différents dans l'apparition des différents messages. OK, jusque-là, tout va bien. Juste pour vérifier, le join, à quel point est-ce qu'il est bloquant? C'est-à-dire, imaginons que le thread 1, enfin, le thread 0 soit beaucoup plus lent que les autres, ça n'empêchera pas quand même, enfin, ça va être fait et après les 1, 2, 3 vont être instantanés ensuite, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, le join va dépendre du thread le plus lent. Oui, mais si c'est bien fait et ça ne va pas créer des bottlenecks, il n'y en avait pas quand même. Le bottleneck, ce sera le thread le plus lent. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. Moi, j'ai une petite question qui est presque Oui. la même. Oui. C'est que là, en fait, quand tu écris thread.join, implicitement, c'est le premier thread de ta liste que tu dis de joindre. Donc, en gros, tu te mets en attente que ce premier thread se termine. Oui. Donc, effectivement, ah oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi c'est le plus lent. Parce qu'en fait, soit c'est le plus lent et les autres ont déjà eu le temps de se terminer, donc leur thread.join va être instantané. Oui. Soit c'est pas le. D'accord, ok. C'est bon. Je me suis auto-répondu à ma question. J'ai compris pourquoi. De toute façon, quand je lance plusieurs threads, je ne peux pas savoir lequel va être le plus lent au départ. Exactement. C'était un peu le fond de la question, mais en fait, c'est pas grave, on s'en fout, en fait. C'est ça le point. Oui. Sachant que, souvent, moi, je ne fais pas de join quand je lance le thread dans le programme. Je kill le programme, ça kill le thread, et puis basta. Mais dans les notebooks, il faut vraiment faire attention, sinon après, c'est compliqué. Ouais, mais si tu fermes pas ton thread proprement, genre si tu le dégommes à coup de kill, je suspecte que selon la manière dont tu kills, s'il y a par exemple des file descripteurs qui sont ouverts, ça peut mal se passer. Oui, c'est vrai. Donc je recommanderais le join dans tous les cas. Et donc, voilà, maintenant, on pourrait se dire, ah, mais tiens, je vais utiliser des threads, j'ai 4 processeurs, j'ai 4 cœurs sur ma machine, je vais pouvoir accélérer les choses et faire des trucs ultra rapides. Donc, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas mis... ok, j'ai oublié. J'ai oublié de définir cette fonction, j'ai dû inverser les cellules. Donc maintenant, mon thread va faire un truc super utile. Il va compter jusqu'à une certaine valeur. Okay, donc il va incrémenter un compteur. Et là, je pourrais me dire, voilà, j'ai un thread séquentiel et je vais compter jusqu'à 16 millions. Donc j'exécute ça. Et puis j'attends un petit peu. Donc j'ai pris 16 millions pour que ça prenne quelques secondes et qu'on puisse se dire, bah, tiens, on va réussir à accélérer les choses. Donc là, on peut voir, je démarre à 52 secondes
Et puis à 0,0, c'est terminé. Donc ça m'a pris 8 secondes à peu près. Et donc je vais me dire, bon bah tiens, je vais créer des threads. Donc ici, j'ai 4 cœurs sur ma machine, donc je crée 4 threads. Et chacun de ces threads va compter jusqu'à 4 fois moins, donc 4 millions au lieu de 16 millions. Et ensuite, je fais les joins sur les threads et j'exécute tout ça. Donc là, on avait une tâche qui est facile à paralléliser. Il suffit de compter 4 fois jusqu'à 4 millions pour avoir compté jusqu'à 16 millions. Après, j'aurais pu faire les choses pour qu'il y en ait un qui compte de 0 à 4 millions, puis de 4 millions 1 à 8 millions, etc. Mais bon, vous voyez l'idée. Et on exécute ça pour regarder si ça accélère les choses. Donc là, on a bien créé les différents threads. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le hold on, il arrive à 0,9, c'est-à-dire 7 secondes après. Alors là, comme on est au niveau de la seconde, en fait, si je réexécute plusieurs fois, suivant qu'on est au début de la seconde ou à la fin de la seconde, ça peut être 7 ou 8. Donc là, de 24 à 32, on est encore à 8 secondes. Et si je réexécute celui-là, eh bien, 38 à 44 ou 45, voilà, on est plutôt sur du 7 secondes encore. Donc, ça a l'air d'être un poil plus rapide, mais c'est pas flagrant. Et en tout cas, on n'a pas un facteur 4 d'accélération. Et au début, je me suis dit que c'était la faute de Jupyter Notebook, qui mettait tous les threads sur le même processeur quand c'était dans la même cellule. Mais en fait, quand on exécute le même programme dans un interpréteur Python, dans une fenêtre, eh bien, on obtient la même chose. Parfois, c'est légèrement plus rapide, parfois, c'est légèrement plus lent, mais c'est plus ou moins la même chose. Et c'est à cause d'un truc qui s'appelle le GIL, qui est le global. En fait, c'est un verrou global qui est utilisé par l'interpréteur Python. Donc, c'est le Global Interpreter Lock. Et en fait, dans le Python par défaut et dans l'implémentation C Python par défaut, eh bien, il y a un verrou global entre tous les threads pour faire des choses. Et faire des choses, c'est utiliser l'interpréteur pour exécuter du code. Et donc ça fait que les programmes multithread qu'on aurait envie de multithreader parce qu'ils font beaucoup de calculs CPU, en fait, on va presque rien gagner. Alors, c'est un problème qui est bien connu et on aurait pu espérer que ce soit réglé en Python 3 parce qu'il y a eu beaucoup de changements en profondeur dans le langage, mais en fait, ça n'a pas été changé parce que la condition pour l'enlever, c'est de fournir un patch qui ne ralentisse pas le Python monothread. Et donc, pour l'instant, aucune des solutions qui a été proposée ne satisfait cette condition, et donc ils l'ont gardé, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les programmes monothread soient plus lents qu'avant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête là? Est-ce que les threads, ça ne sert à rien? Eh bien, en fait, ça peut avoir un intérêt malgré tout pour les programmes qui sont fortement demandeurs d'entrée-sortie. Alors, souvenez-vous, c'était le Python Workshop de Fabien où on a vu l'API Request pour télécharger des pages web. Et on pourrait se dire, bon télécharger une page web, ce qui est lent, c'est la vitesse à laquelle on arrive à récupérer les octets depuis une URL. Donc là, je vous ai mis un petit programme séquentiel qui va télécharger 100 pages web. D'accord ? Donc, il y a une fonction pour télécharger un site. On utilise request get as response. On dit on l'a téléchargé, puis qui va télécharger plein de sites avec un for ici. Donc ici, il y a les deux URL que j'ai mises. Et puis, bon, là, je les répète 50 fois parce que pour
pour les besoins du show. Et ensuite, je chronomètre, ben, tiens, combien de temps ça me prend pour télécharger 100 sites web. Donc, j'exécute le code. Donc là, c'est du code séquentiel. Donc, ça prend un petit peu de temps pour s'exécuter. On télécharge l'un, télécharge l'autre. Est-ce que ça prend un peu de temps? J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Ça va un peu plus vite. Bon, ça nous a pris 27 secondes. D'accord? Alors, Fabien pourrait me dire, ah oui, mais là, tu utilises mal request, tu aurais pu utiliser des sessions pour optimiser le trafic lié à HTTP. Et il a dit, oui, c'est vrai, donc on va mettre des sessions. Donc on utilise la variable session pour faire toutes ces pages web. Et on recommence la même chose, effectivement. Au début, c'est un peu pareil, et puis après, ça va quand même beaucoup plus vite. Ça va très très vite, très 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 vite. On a mis 13 secondes au lieu de 27 secondes. Donc très bien, très bonne nouvelle. Mais bon, est-ce qu'on peut faire mieux avec des threads? Donc là, c'est la même chose. J'utilise pas de session, mais j'utilise 5 threads qui vont aller télécharger des URL. Et donc, comme argument, je dis, bon ben voilà, lui il va faire une première, les 20 premiers items du tableau, les 20 suivants, etc., comme il y en a 100 dans le tableau. Je crée mes threads et je fais le join pour aller télécharger les mêmes sites web. Et là, donc, j'ai les 5 threads qui vont aller faire les trucs en même temps. Et ça me prend 1,75 secondes, ce qui est mieux qu'en séquentiel, même avec des sessions. Et je pourrais utiliser aussi des sessions avec du multithread. Donc là, c'est pareil. L'avantage des threads, c'est que les variables sont partagées, donc je peux les partager. Et faire la même chose. Bon, là, ça m'a pris 4 secondes. Donc, ce n'est pas une science exacte, mais disons que quand je suis en multithread, si j'exécute plusieurs fois et que je fais des statistiques sur plusieurs exécutions, en général, le multithread sans session est légèrement plus long que le multithread avec session. Donc là, il a mis 4 secondes 59. Et là, je réexécute celui-là. Il a mis 1 seconde 86. Bon, si j'en fais plusieurs, en moyenne, multithread avec session, c'est le plus rapide des 4. Donc, et c'est plus rapide, c'est pas mal plus rapide, c'est genre 10 fois plus rapide. Donc, même si j'ai utilisé 5 threads parallèles. Donc, quand mon programme il fait beaucoup d'entrées-sorties, ça peut être significativement plus rapide d'utiliser des threads. Malgré tout. Alors, le gros intérêt d'utiliser des threads par rapport à des processus, c'est que les variables sont partagées. Et donc, je peux utiliser la même variable dans plusieurs threads, voire modifier la même variable. Donc ici, dans ce programme, j'ai une variable globale. Sébastien, avant Oui. que tu lances un nouveau chapitre, j'ai 2 petites questions pour Oui. clore le précédent. Le Gilles, il n'y a aucun moyen de changer son comportement, dire mon programme est monothread ou multithread, c'est gravé dans le marbre. Parce que tu avais l'air de dire il n'y a pas de solution qui améliore à la fois monothread et multithread. Mais il n'y a pas manière de lancer Python dans un mode ou dans un autre pour dire je veux plutôt un Gilles optimisé pour du multithread ou pas? Eh ben, en fait, il y a des implémentations de Python qui font ça. Mais ce n'est pas l'implémentation par défaut qui est basée sur Cython. D'accord. Donc peut-être qu'avec PyPy, ça marcherait mieux. Je n'ai pas essayé, j'avoue. Parce que je voulais avoir un notebook pour vous présenter un notebook. Et donc, avec l'implème par défaut, si ton application est surtout basée sur des accès mémoire et du CPU, ça ne va rien accélérer du tout.
D'accord. Et deuxième question, là, tu as fait pas mal d'exemples avec des threads, du session et ainsi de suite. Je ne l'ai pas vu dans le notebook, donc j'imagine que tu vas me répondre, je n'ai pas testé. Mais est-ce que tu as comparé la performance entre multithread et async.io pour voir s'il y avait un écart ou si c'était grosso modo la même chose? Alors, je subodore que ça va être très proche, mais je D'accord. n'ai pas testé parce que Ok, ok. je n'ai pas encore essayé exhaustivement à 5 D'accord. Juste pour info, le jour où tu voudras tester, tu as des exemples sur Internet sur étagère qui font exactement à peu de choses près l'exemple que tu as pris en async.io. Donc, D'accord. ce sera rapide à tester le jour où tu voudras tester. Oui, mais Après, si tu veux, là, il faudrait faire genre 100 samples, faire la moyenne pour regarder un petit peu ce qui se Ouais, passe. ouais, non, mais c'est pour ça que c'est chiant. Je te dis juste le jour où tu voudras tester, tu trouveras facilement des snippets pour comparer. en tout cas, je sais que pour ce genre de use case, genre télécharger des milliers d'URL, j'avais fait ça pour télécharger Wikipédia à un moment donné, donc là, il fallait du gros. J'étais passé par Asyncio et le gain relatif est cohérent avec ce que tu as montré là sur les threads. Donc, on doit être dans le même genre de truc. Enfin, Ok, Je confirme qu'effectivement, en termes de perf, sur du siphonnage de web, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes valeurs. ok, ok. merci. Je te laisse continuer. Good. Alors, donc, un des intérêts des threads, c'est que on peut partager des variables. Donc là, j'ai une variable globale qui s'appelle value. Et dans mon thread, je fais un truc très compliqué, j'incrémente de 1 value. Okay. Donc maintenant, je crée 4 threads, et sur chacun de ces threads, je lui dis, bah, tu vas exécuter la fonction qui m'incrémente de 1 ma variable globale. Je fais le join des threads, et à la fin, j'affiche la valeur de ma variable globale. J'exécute. Donc pareil, et value égale 4. Bon, j'ai créé 4 threads. Chaque thread a incrémenté de 1 ma variable. Tout va bien, n'est-ce pas? Ça marche, ça fonctionne parfaitement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Et le mot-clé global est nécessaire? C'est la première fois que je le vois. Il serait passé à quoi si tu n'avais pas mis global? Enfin, si tu n'avais pas mis l'instruction global value? Eh bien, je pense qu'il m'aurait considéré que c'était une variable locale à ma fonction, si jamais ça pouvait l'être. Et Ouais, ce qui n'est pas le donc, le cas. mot-clé global, c'est pour ne pas me mélanger. Donc, en général, je le mets systématiquement si jamais j'utilise une variable globale. Mhm. Parce que sinon, ça pourrait être une variable locale si ma fonction est définie dans un module, un machin, un bidule. Mhm. Et comme je n'ai pas envie de me perdre les pinceaux, là, je dis bien, attention, c'est bien la variable globale à laquelle je fais référence. Oui, d'accord, c'est pas spécifique au thread, c'est juste une histoire de scope en fait. Mais c'est Oui, indépendant des. oui, D'accord, ok. oui, 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 oui. C'est une habitude que j'ai prise après. Pas de problème. Oui, comme tout à l'heure, ton compteur, ton count était un compte purement local. Oui, oui, oui. Et donc, on pourrait se dire, ah bah super, tout va bien, j'ai pu créer mes threads, ils modifient la même variable. Maintenant, je vais faire une fonction légèrement différente. Au lieu d'incrémenter de 1 la valeur, eh bien, je vais l'incrémenter de 1 million. D'accord? Ou j'incrémente de 1, et pareil, je crée 4 threads, et j'exécute. Donc, normalement, ma valeur, ça devrait être combien? J'ai 4 threads, chaque thread incrémente la valeur d'un million. 4 millions, mais ça fera pas 4 millions parce que tu as des accès concurrents. Ah, tu es Ça fort. fera un peu moins. Ça fera un peu moins. Donc, 3 Voilà. 999 000. Et puis, si je l'exécute encore, 3 843 000. Et j'exécute encore, 3 390 000, etc. Après, Sébastien, juste à chaque fois, il y a le nom de la section suivante qui spoil un peu. Donc, Ah. Donc bon, ça spoil, je suis désolé. Mais donc en fait, on dirait que tous les incréments n'ont pas eu lieu.
diable, mais comment est-ce possible? Puis que à chaque fois, j'ai à chaque fois une ligne de code, mais en fait, une ligne de code, bon, bah, même si c'est exécuté dans des threads différents, ça devrait me faire la même chose. Eh bien, en fait, non, puisque ben, il y a un certain nombre d'opérations qui ne sont pas atomiques. Et en particulier, x plus égale 1 n'est pas une opération atomique. Donc là, découvert un package fort utile qui s'appelle 10 et qui nous dit bah tiens, comment est-ce que c'est fabriqué telle chose. Et quand j'exécute ça, ben en fait, ça me dit que pour incrémenter x à 1, en fait, je vais exécuter plein de choses différentes. Donc, je vais charger une variable qui s'appelle x, je vais charger une constante qui s'appelle 1, je fais un in-place-add, et ensuite je vais stocker x. Et donc, je peux avoir un thread qui est en train d'exécuter le load, un autre thread qui est en train d'exécuter le in-place-add, et puis le premier thread fait un store, et le deuxième thread fait un store, et là c'est terminé, j'ai écrasé ma variable. Donc, c'est ce qu'on appelle une condition de mise en concurrence, une race condition en anglais. Et donc, c'est ce qui se produit quand il y a plusieurs threads qui modifient la même variable, mais que la modification n'est pas atomique. Donc, en fait, tout se passe comme si le thread, de manière locale, il avait une copie locale de la variable globale, qu'il incrémentait cette copie locale, qui faisait un petit truc qui pouvait être plus ou moins lent, et qu'ensuite il mettait à jour la valeur globale avec la copie locale. Et donc là, quand on exécute ça, bah là, on a tout fait pour qu'il y ait une race condition, value égale 1, au lieu d'avoir value égale 4. Et bah ça, c'est un problème qui est important parce que la plupart des opérations, y compris les opérations les plus simples comme incrémenter de 1 une variable entière, ne sont pas atomiques dans à peu près tous les langages de programmation. Et donc, bah, du coup, il va falloir faire en sorte que on synchronise les différents threads qui voudraient accéder à la même variable globale. Si jamais elles doivent la modifier. Si elles ne font que la lire, bah, tout va bien, parce que j'ai juste besoin de voir la valeur. Au pire, je peux faire mon calcul avec une valeur qui était une valeur précédente, mais a priori, c'est la règle du jeu. Mais si jamais je modifie une valeur, et qu'on ait plusieurs threads à modifier cette valeur, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est utiliser des verrous. Donc, les verrous, c'est un objet un petit peu spécial sur lequel on peut appliquer deux opérations. Première opération, acquire, pour dire, ah bah tiens, je veux prendre le verrou, et donc je mets un cadenas quelque part. Et une deuxième opération qui est release, qui est je réouvre le verrou, quelqu'un peut prendre le verrou pour faire autre chose, typiquement un autre thread. Donc là, au lieu d'avoir une variable globale, j'ai deux variables globales, donc mon compteur, que je vais incrémenter, et mon verrou, qui est un objet de la classe lock, qui est contenu dans le module threading. Et donc, comment est-ce que je m'y prends? Eh bien, d'abord, avant de modifier ma variable, je dis je veux le verrou. D'accord? Ensuite, je fais comme d'habitude. Je stocke dans une variable locale, j'incrémente de 1, je m'endors, je recopie la valeur. Et là, je déverrouille le verrou pour permettre à quelqu'un d'autre de s'en servir. Ensuite, eh bien, je fais comme d'habitude, j'exécute mes threads. Et je m'attends à voir, comme j'ai fait 4 threads et que chacun incrémente de 1, même si les threads s'endorment entre le moment où ils incrémentent leur variable locale et le moment où ils la mettent à jour sur l'autre serveur, eh bien, à la fin, j'ai bien 4 comme valeur et je suis content. Alors, bon, vous voyez tout de suite que, oh là là, si jamais j'oublie de faire le release, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'autre va faire acquire aussi, il va être bloqué, et je vais me retrouver avec des threads qui vont être bloqués, et donc quand je vais faire le join, je vais attendre à l'infini,
et ça va être le bazar. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et s'il y a une exception, est-ce que je vais bien penser à faire le release, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que les verrous sont compatibles avec les context managers. Et comme vous l'a dit Fabien, les context managers, c'est bien. Donc, comment est-ce qu'on fait la même chose, mais avec un context manager? Tout simplement, with lock. Et là, je fais toutes mes opérations que je veux faire de manière atomique. Et si jamais il y a une exception, un truc qui se passe mal, le verrou sera libéré quand je sors du bloc, et donc les autres threads ne seront pas bloqués, et la paix dans le monde sera assurée. J'exécute ça, ça fait exactement la même chose, et à la fin, j'ai bien 4 comme valeur. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les verrous? Non, pas complètement, parce qu'en fait, il y a des opérations où il y a des mécanismes de synchronisation qu'on peut vouloir mettre en place qui ne marchent pas avec des beaux with lock, etc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où j'ai besoin de faire un acquire d'un verrou dans une fonction et de faire un release d'un verrou dans une autre fonction. Donc un tel exemple de cas, c'est un exemple qui est assez connu, c'est celui du producteur consommateur. Donc dans un producteur consommateur, on a un ou plusieurs producteurs qui produisent des valeurs, des objets ou des requêtes, et un ou plusieurs consommateurs qui consomment des valeurs, des objets, des requêtes et qui exécutent, le code de manière appropriée pour faire ce qu'on lui demande. Donc on peut imaginer par exemple un crawler web où on aurait un producteur qui va empiler les URL qu'il faut télécharger, et puis des consommateurs qui vont aller télécharger toutes les pages web qui ont été mises par le producteur, et on pourrait être à la fois producteur et consommateur, etc., etc. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que le consommateur ne puisse pas consommer tant qu'il y a quelque chose à consommer, et que le producteur, lui, puisse produire quand il le souhaite, et puisse signaler au consommateur que tiens, il y a quelque chose à consommer, alors maintenant, vas-y, et voilà. Donc, ici, un petit exemple, donc avec un producteur, un consommateur. Donc, le producteur va produire un message et le consommateur va lire le message. Pour l'instant, il y a une seule valeur à l'intérieur, et il y a 2 verrous. Donc, un verrou pour le producteur, pour dire attention, je vais modifier le message, surtout ne modifiez pas le message si vous produisez en même temps que moi, et un verrou pour le consommateur, pour dire attention, il faut qu'il y en ait qu'un qui passe la consommation en même temps. Et donc, le pipeline entre le producteur et le consommateur, donc il y a 3 variables locales, donc on l'initialise de la manière suivante, on dit dans le message, il n'y a rien pour l'instant, et on pose un verrou sur le consommateur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a rien à lire. Donc si le consommateur fait acquire pour dire « Ah, je veux lire quelque chose », il va se retrouver bloqué en attendant qu'il y ait quelque chose à lire. Quand le producteur décide de produire quelque chose, eh bien, il prend le verrou sur le producteur en disant « Ah, je vais produire quelque chose, je pose un message. Mais pour l'instant, je ne peux pas produire autre chose, donc si jamais j'essaye de produire encore autre chose, je vais me retrouver bloqué. Par contre, je signale au consommateur que maintenant, il peut aller lire quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est placé. Qu'est-ce que fait le consommateur quand il va consommer? Il commence par acquérir le verrou lié au consommateur avant de lire le message. Et ensuite, une fois qu'il a lu le message, il signale au producteur que maintenant, il peut produire un nouveau message, qu'il a pris connaissance de ce qu'il avait envoyé. Et il retourne le message qui a été lu. Une fois qu'on a ces 2 fonctions, le thread consommateur va pouvoir consommer le message. Et tant que le message produit n'est pas 0, il dit « j'ai consommé ce message-là », et puis on recommence.
Donc là, ici, j'ai mis pour chacun des threads une condition d'arrêt, parce que, comme vous le voyez, le producteur produit des entiers aléatoires, mais comme je suis dans un notebook, je n'ai pas envie que ça continue à l'infini. Et donc, pour pouvoir faire le join, il y a une condition d'arrêt. Et donc, la condition d'arrêt, c'est une fois que j'ai produit 0, je vais m'arrêter, pour le producteur comme pour le consommateur. Donc, le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Il produit un entier, il le place dans le pipeline, et ensuite, tant qu'il n'a pas produit 0, eh bien, il en produit un autre et il le place dans le pipeline. Le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme le message. Tant que ce message n'est pas 0, il dit j'ai consommé ça et ensuite il recommence à en consommer un autre. Et tant que ce n'est pas 0, il continue. Sébastien, oui. Juste une question pour bien comprendre. Quand ils ne sont pas à 0, ça veut dire qu'ils peuvent y accéder tous les deux en fait. L'autre peut continuer à produire et l'autre peut continuer à consommer. Comment ça ne va pas s'interloquer? Alors, tant que c'est à 0, c'est juste sur les valeurs qui sont produites pour dire au producteur de s'arrêter ou au consommateur de s'arrêter. Mais ils ne peuvent consommer et produire respectivement que s'ils peuvent acquérir le verrou qui correspond à la tâche qu'ils veulent faire. D'accord, donc si c'est bloqué, ils peuvent consommer que si le verrou est dispo. Le producteur ne peut produire que si le verrou est dispo. Et initialement, seul le consommateur peut produire parce que seul le producteur peut produire parce que le verrou du consommateur a été mis. D'accord? Donc quand je produis, je mets un verrou sur le producteur pour m'empêcher de produire à nouveau. Et par contre, je libère le verrou du consommateur pour qu'il puisse consommer. Et quand je consomme, je prends le verrou du consommateur et je libère le verrou du producteur pour qu'il puisse produire à nouveau. Ok, tout est géré par les verrous en fait. Tout est géré par les verrous, oui. Donc la synchronisation entre le thread producteur et le thread consommateur est gérée par les verrous. Oui, tu as un invariant qui est, tu as toujours au moins un verrou qui est fermé et deux en phase critique et puis voilà. Oui. Donc après, je crée le thread de mon consommateur, le thread de mon producteur, je démarre les deux et je fais les deux joins à la fin pour que tout se passe bien. Donc j'exécute. Sébastien, petite question, le daemon égale true, tu peux commenter un petit peu pourquoi tu as eu besoin de le mettre? Le daemon égale true. Oui, alors c'est un truc qui vient d'une version précédente du notebook. Je n'ai pas besoin de le mettre. D'accord. Donc, je ne voulais pas en parler, mais bon, je vais en parler. Mais en fait, on est d'accord qu'il est inutile là dans ce cas-là. Oui. Ben, en fait, dans un notebook plus généralement, il est inutile. Oui, c'est ça, voilà. Parce que, voilà. J'ai même l'impression que si tu n'étais pas dans un notebook, il serait inutile aussi d'ailleurs. Mais oui, parce que j'ai bien fait les choses et que les threads se terminent. Voilà, exactement. Et sous Windows, il serait inutile aussi. Donc là, j'exécute. Donc je consomme, et il y a plein de valeurs qui sont consommées. Bon, je peux l'exécuter plusieurs fois. Là, il m'a produit qu'un seul truc. C'est juste qu'il m'a produit un 0 assez rapidement, donc il n'y a pas eu trop de trucs produits. Et puis ensuite, là, il y en a eu un peu plus. Et puis voilà, à chaque fois que j'exécute, j'ai un producteur et un consommateur qui m'ont fait des choses différentes. Mais bon, le producteur-consommateur, c'est un exemple tellement important parce que c'est un pattern de programmation avec les threads dont on se sert tout le temps dès qu'on ferait des threads que c'est quand même un peu dangereux d'avoir tous ces acquire et release. Là, on n'est pas exception safe, ça risque de bloquer si on ne fait pas très attention. Et donc, typiquement, on a plutôt intérêt à utiliser des structures de données qui sont annoncées comme thread safe. Donc, une de ces structures de données, c'est la structure Q, qui est dans Q.Q. Et donc là, il suffit de faire des get et des put, et on n'a plus besoin de verrou.
parce que c'est géré au niveau de la queue. Donc, si je veux faire la même chose, mais que cette fois-ci, au lieu d'avoir une seule valeur, je peux en avoir plusieurs. Donc là, j'ai dit, je peux avoir au plus 10 valeurs entre mon producteur et mon consommateur. Eh bien, je n'ai plus besoin d'avoir consume message, produce message. Je vais juste utiliser get et put de la queue. Et donc, ici, ma tâche consommateur, ma variable queue, c'est une variable globale. Je prends la valeur avec get. Si la valeur, c'est 0, enfin, c'est différent de 0, je dis j'ai consommé ça, et je repars sur un get. Mon producteur, je produis une nouvelle valeur, je mets un put dans la queue, rentint, put, etc. Je crée mes threads, et ça fait exactement la même chose qu'avant. Sauf que je n'ai plus du tout à m'embêter avec des verrous. Il y a juste une petite différence, c'est que avant, en fait, moralement, c'est comme si tu avais une queue de taille 1, puisque avec ton système de verrou, tu ne pouvais pousser qu'un travail à la fois, alors que là, potentiellement, tu peux en empiler plusieurs. Oui, je peux en empiler jusqu'à 10, ça dépend de la vitesse relative de mon thread de producteur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est mieux qu'avant et je n'ai pas à gérer les verrous. Donc, voilà, j'aurais tendance à plutôt conseiller cette structure-là pour vos programmes. Question, quand tu Oui. dépasses ta taille, du coup, tu attends de pouvoir réaliser l'action ou ça fait une erreur ou ça fait une perte? Du coup, le put va être bloquant. D'accord, il ne va pas faire d'erreur, il va juste attendre. Le put est bloquant jusqu'à ce qu'un consommateur me l'ait pris. Ok. Ce qui est l'objet de l'exemple d'après avec un consommateur qui serait lent. Donc maintenant, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme comme avant, sauf que à chaque fois, avant de faire le get, il attend une demi-seconde. Le producteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours rapide, mais il se souvient, et donc là, il y a une nouvelle variable R qui compte le nombre de valeurs qu'on a produites pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là, j'ai un consommateur qui est lent et un producteur qui est full speed. D'accord? Mais sinon, ça fait la même chose. Donc là, j'exécute. Donc le producteur, lui, il a produit 6 valeurs, déjà, bien avant, mais elles n'ont été consommées qu'après. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a bien consommé 6 valeurs. Je l'exécute une nouvelle fois. J'ai produit 0 valeur, donc bon, là, ça va assez vite, parce qu'il a produit un 0 dès le départ. Là, on ne sait pas combien il a produit de valeurs. En fait, c'est parce qu'il en avait produit 18. Et il n'a pas pu toutes les mettre au départ, donc il n'a pas affiché tout de suite combien il en avait produites. Et là, ça veut dire que le producteur, il a fini. Et donc, on a fini par... Tant que les valeurs n'ont pas été consommées, il n'a pas pu les mettre dans la file. Une fois qu'il a réussi à tous les mettre dans la file, parce qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui avaient été consommés, il a pu mettre l'ensemble des autres valeurs dans la file. Et donc, le producteur a terminé à ce moment-là et les valeurs ont été consommées après. Jusque-là, ça va? Ouais. Bon, tout va bien. Et donc, on pourrait se dire, bon, si mes consommateurs sont lents, peut-être je vais en mettre plusieurs, histoire que ça aille plus vite. Et donc, en mettre plusieurs, ce n'est pas très compliqué. Donc là, j'ai le même code de consommateur, le même code de producteur, sauf que je crée 5 consommateurs et je crée un producteur. Et ensuite, pour le join, ça se passe de la même manière. Et donc là, j'exécute. Donc là, j'ai produit 6 valeurs. Et j'attends que les threads se terminent. Lui, il en a consommé. Donc là, il y a des consommateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 valeurs produites ont bien été consommées. Par contre, le hold on n'apparaît pas. C'est-à-dire que le join n'a pas marché.
Et si on regarde la cellule, on voit qu'elle est toujours en cours d'exécution. Alors pourquoi? Tu peux redescendre un peu sur la trace? Je peux redescendre sur la trace. Hop. Il y a un 0 qui arrive. J'enlève la réponse pour ne pas spoiler. Vas-y, dis. Ah, parce qu'il faut que chaque consommateur consomme 0 pour s'arrêter. Exactement. Hmm. Donc, en fait, le producteur a envoyé un 0, et donc il y a un des consommateurs qui a terminé, mais les 4 autres, ils n'ont pas eu leur 0, et la pile est vide, la queue est vide. Et donc, ils n'auront jamais leur 0. Et donc, les threads continuent à s'exécuter à tout jamais. Et donc, mon join ne terminera pas, et même si je tue ma cellule, je vais avoir des threads qui continuent. Donc, only one consumer thread exited, stuck on join. Et donc, une manière de réussir à faire le join quand même, c'est de se dire, bon, ben, je vais rajouter un timeout. Donc, il y a plusieurs techniques. On pourrait avoir une variable partagée qui est consultée régulièrement par les threads, mais ça fait un peu attente active, j'aime pas trop. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un timeout. Et donc, le consommateur, il fait un get sur la queue, mais avec un timeout de 5 secondes. Et donc, s'il n'y a pas eu de nouvel élément dans la queue, le thread se termine. Donc, il y a un try et except empty. Donc, si je reçois une exception, la queue est vide et je ne peux pas faire le get, j'écris la queue était vide pendant un moment, je termine le thread. Une autre manière de... Oui. Une autre manière de faire, parce que là, en fait, le problème, c'est pas vraiment une histoire de consommateur lent et rapide, c'est plutôt est-ce que tout le monde a eu son 0 pour s'arrêter? Ça aurait été de dire, quand un consommateur voit un 0, il se suicide, mais il laisse le 0 dans la queue, comme ça les autres peuvent le manger. Ouais, il pourrait refaire un put. Ouais, par Ouais, exemple. c'est vrai, c'est vrai. Ce serait mieux. Ce serait mieux. Mais bon, là, là, j'ai fait comme ça. Et donc, Pas de problème. si j'exécute ça, bon, là, il a produit 0 valeur. Donc, bon, les 4 threads finissent par se terminer. Si j'exécute, il a encore produit 0 valeur. 3 valeurs. Donc là, il y en a un qui se termine. Donc là, j'ai créé 5 threads. Donc, il y en a un qui s'est terminé par le 0 et les 4 autres qui se finissent après. Mais oui, je suis d'accord, c'est pas très beau. Et surtout, quand tu as des différents threads pour des connexions réseau, c'est pas très pratique parce que tu as envie que ça reste à tout jamais, vu que les connexions réseau, on ne sait pas combien de temps elles vont durer. Ouais, alors pour les trucs réseau, alors je sais plus dans quel module Python c'est, mais tu as des pool managers en fait qui servent à gérer justement. Alors je sais plus exactement comment ça marche parce que j'ai plus le code en tête, mais qui justement permettent de lancer moralement un thread par connexion et tu prédéfinis au niveau de ton pool manager le timeout du truc. Et en gros, ça enveloppe un petit peu tout ce que tu décris dans le cas spécifique du réseau. Je sais que ça existe, mais je ne sais plus dans quel package c'est. Alors, je suis content que tu me le dises, parce que c'est justement l'objet du retour au socket. Donc, souvenez-vous, dans l'exposé suivant, dans l'exposé précédent que j'avais fait, on était arrivé à un serveur, un TCP séquentiel, où on attendait, on faisait le accept pour accepter un nouveau client, on recevait des octets d'un client, et on effectuait une tâche très utile, on mettait en majuscule la chaîne de caractères que le client nous avait envoyée pour la lui retourner. Et donc, on avait ce serveur TCP séquentiel. D'accord ? Donc là, on va l'exécuter. Hein, donc, serveur ready. Donc là, on a un serveur TCP sur le port 1, 2, 3, 4. Et on avait notre client TCP
sur le port 1, 2, 3, 4, et quand on l'exécutait, on envoyait une séquence et le serveur nous renvoyait la même chaîne de caractères en majuscule et on était très content. Et on pourrait se dire, ben tiens, et si j'effectuais plusieurs requêtes? Donc là, j'ai un client séquentiel, pardon, qui envoie 50 fois la même requête. Parce que on aime bien faire ça. Et tout a l'air de bien se passer, n'est-ce pas? On reçoit 50 fois la même réponse et le serveur a l'air de ne pas nous mettre d'exception, donc tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un client multithread? C'est-à-dire, au lieu de faire les requêtes les unes après les autres, comme on a vu tout à l'heure, quand on fait les requêtes en parallèle, ça accélère. Donc là, je fais la même chose, je demande une chaîne de caractères, mais au lieu de le faire en séquentiel, je crée des threads et je les démarre avec la même requête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Il y a une exception qui m'arrive. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Un broken pipe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Connection reset by peer, broken pipe, mais ça continue à marcher au bon an, mal an. Donc je pourrais me dire, bon, je vais essayer de mettre un peu de try-catch pour savoir exactement ce qui ne va pas. Donc là, j'ai fait la même chose, sauf que je fais le connect, je fais un try-except pour savoir que c'est connect qui a échoué. Si c'est un send, est-ce que c'est le send ou est-ce que c'est le receive? Où est-ce que ça se passe mal, d'une certaine manière? Donc je réexécute ça. Alors là, j'ai du connect qui échoue. Est-ce que mon serveur va bien? Oui, il va bien. Mais j'ai essayé de faire 50 connects en même temps, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec un truc un peu plus long. Non, là, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mal sur mon serveur TCP? En fait, souvenez-vous, on avait laissé un peu en suspens la fonction listen ici. Donc, normalement, listen de 1, ça veut dire que je signale à TCP d'accepter une synchronisation à la fois. Donc, tant que les synchronisations, donc la synchronisation TCP, c'est SYN, SYNAC, ACK. Okay, donc, tant que ces synchronisations ont lieu les unes après les autres, comme avec une méthode séquentielle, tout se passe bien. Mais si elles ont lieu en même temps, eh bien, le TCP de mon serveur va dire « Ah ben non, j'en veux pas de ta connexion » et le connect de l'autre côté va échouer. Donc, je vais arrêter ce serveur-là et je vais exécuter un autre serveur séquentiel qui est le même qu'avant, sauf que j'ai un listen à 100 pour dire bah, « Tiens, là, je peux avoir 100 connexions TCP, enfin 100 établissements de connexion TCP simultanés. » Zut, c'est la même adresse. Je change le numéro de port. Serveur ready. Donc là, c'est 1, 2, 3, 5. Je vais exécuter. Ah non. Ah, zut. 1, 2, 3, 5. Non, c'est le même. Donc là, tout a l'air de bien se passer. C'est-à-dire que j'ai mes 50 threads simultanés qui ont établi les 50 connexions avec l'autre et qui font que ça marche bien. Je réalise que mon exemple n'était pas bon pour tout à l'heure, puisque je vais relancer le serveur séquentiel sur le port 1, 2, 3, 4. Il ne veut pas s'exécuter, pourquoi? Ton port doit toujours être en cours d'utilisation, je pense. Non, mais il y avait l'étoile, mais il ne m'affiche rien. Ah, ça y est. Donc sur le port 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc là, je vais le réexécuter, mais sur le port 1, 2, 3, 4. Est-ce que je préférerais que ça corresponde à ce que j'avais? Donc là, il y en a plein qui marchent, mais il y a un connect qui échoue, il y a un send qui échoue, il y a un send qui échoue, il y a un send qui échoue.
Et si je réexécute, send, connect, send, et c'est jamais la même chose. Donc ça, c'est dû au listen. Donc j'ai un listen de 1. Donc parfois, il m'en prend plusieurs parce qu'en fait, le TCP a fini de faire l'établissement de connexion avec le premier quand le deuxième arrive. Mais parfois, il n'a pas fini et donc le send ou le connect vont échouer. Parce que ça peut se produire à différents moments. Quand je mets le listen à 100, donc sur le port 1, 2, 3, 5, et bien là, ça se passe beaucoup mieux. Donc là, je change de serveur. Est-ce qu'il m'écoute toujours? Non, je l'avais interrompu. Mais là, il ne m'affiche rien. Pourquoi? Ah, adresse already news. Serveur ready. 1, 2, 3, 6. Bien. Et donc là, tout va bien. Tout va bien. Donc j'ai toujours mon serveur séquentiel et je peux gérer un certain nombre de clients. Les problèmes commencent quand, avant d'envoyer une réponse à un client, je m'endors. Donc je vais prendre un serveur différent. Je vais arrêter celui-là. Et ici, je vais prendre un numéro de port 1, 2, 6, 7. Donc là, avant de servir mon client, j'attends 5 secondes. Et j'exécute. 1, 2, 3, 7. Donc là, je prends le même client et j'envoie. Donc là, ça s'affiche lentement, mais normalement, au bout de 5 secondes, bah, le premier de mes threads est servi. Au bout de 5 secondes, le deuxième de mes threads est servi, etc. etc. Et c'est normal puisque mon serveur est séquentiel. Alors, je vais arrêter le serveur parce que ça va prendre un certain temps, le temps de servir les 50 x 5 secondes. Je l'arrête. J'arrête celui-là aussi. Et quel est l'intérêt de mettre ce temps-là, cette dernière manip que tu as fait? Alors, quel est l'intérêt de mettre ce temps? C'est pour simuler le fait que le serveur fait quelque chose d'utile. D'accord. Pour mettre une chaîne de caractères en majuscule, ça prend rarement du temps, mais en général, le serveur, il va aller se connecter à une masse de données, faire des calculs sur Mathematica, renvoyer la réponse, etc., etc. Donc, ça prend un certain temps. Et donc, à partir du moment où la réponse à un client prend un certain temps, ça peut être utile d'essayer de répondre à chacun des clients de manière concurrente. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure un client qui se connectait de manière concurrente à plusieurs serveurs pour accélérer les choses parce que la lenteur vient peut-être des entrées-sorties. Donc, une manière de faire quand on ne veut pas faire de thread, c'est d'utiliser du multiplexage. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce que ça signifie, c'est que je fais comme si je faisais un select en C, sauf que là, je le fais en Python. Et ce que je vais faire, c'est faire en sorte que mes entrées-sorties ne soient jamais bloquantes. Et donc, je vais attendre qu'il y ait des événements qui se produisent sur mes sockets. Mais là, bon, le code sera à disposition, vous pourrez regarder. Donc, vous pouvez le faire, mais c'est un peu compliqué de faire comme ça. Ou bien, vous pouvez faire un serveur multithread, qui est la même chose que votre serveur précédent, sauf que bah, vous avez créé un thread qui va gérer chacun des clients. Donc là, c'est un thread par client, et on va mettre directement un thread lent par client. Donc là, serveur ready, il écoute sur le 1238. Donc sur le 1238, j'exécute mon client, le même que tout à l'heure.
Et donc là, ce qui va changer, c'est qu'au bout de 5 secondes, tous les 50 threads obtiennent leur réponse. Ce qui est normal, vu qu'on a créé un thread par client. Et donc, chacun des threads a attendu 5 secondes. Mais du coup, le dernier thread créé par le client a obtenu sa réponse au bout de 5 secondes, qui est le temps qu'il faut pour répondre à une requête. Donc là, on est plutôt content. En fait, on est allé pour chaque client aussi vite qu'on pouvait aller. Quel est l'inconvénient de faire ce genre de choses? C'est que si jamais votre serveur est un peu faiblard niveau mémoire et qu'il y a 10 000 clients qui se connectent, eh bien, vous allez créer 10 000 threads, votre serveur sera à genoux et il va exploser. Donc, c'est souvent, même si c'est facile de créer un thread par client, c'est souvent dangereux. Ici, je peux créer, au lieu de créer 50 threads, je peux en créer 10 000. Et puis, si j'ai plus de mémoire que le serveur, je vais l'écrouler pour tous les autres clients qui pourraient avoir envie de se connecter sur lui. Et donc, une autre technique consiste à utiliser un pool de threads. Donc là, au lieu d'utiliser un thread par client, je vais de manière préemptive créer un certain nombre de threads qui chacun pourra accueillir des clients en séquence. Donc, dans le modèle un thread par client, on faisait le accept dans le main, et ensuite, on faisait le thread qui gérait directement le receive et le send, avant de faire le close et de se terminer. Ici, on fait directement la création du thread en lui fournissant en paramètre la serveur socket, et le thread fait le accept. C'est-à-dire que ils font tous le accept sur la même socket. C'est normal puisque les threads peuvent accéder à la même variable puisqu'ils sont dans le même espace mémoire. Et donc à ce moment-là, ils font le receive, ils font le close, ils font le send all, ils font le close s'il y a besoin, et puis ils recommencent. C'est-à-dire qu'ils vont aller accepter un nouveau client. Donc là, on va avoir une exécution parallèle d'un nombre fixé de serveurs séquentiels. Donc là, il est sur le 1239. Tu voulais dire client séquentiel, je pense? Non, serveur séquentiel. Ici, ça, c'est un serveur séquentiel. Je fais le accept, le receive, et... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais j'exécute en parallèle plusieurs serveurs séquentiels. J'exécute en parallèle si Python veut bien me rendre la main. Je vais réessayer. Là, c'est bon. Donc sur le 1239, et donc si je me connecte sur le serveur 1239 et que j'exécute, il me répond drôlement vite. Mais est-ce qu'il y a tout le monde? Parce que là... Ah oui, c'est juste qu'il n'est pas lent. C'est juste qu'il n'est pas lent. Bon, de toute façon, il y a quand même un problème avec ce mécanisme. Donc, il y a un problème dans Jupyter Notebook, puisque les threads que j'ai créés, vous voyez que je ne fais pas de join. Et je ne fais pas de join parce qu'en fait, elles ne se terminent jamais. C'est des boucles infinies, surtout quand tout se passe bien. Et donc, c'est une des causes pour lesquelles il y avait plein de trucs bizarres qui se passaient la dernière fois. C'est que là, j'ai des threads qui persistent en tâche de fond, et même quand je fais stop, il y a toutes les chances pour qu'elle continue à s'exécuter sur la même socket qui va être encore en cours d'exécution, etc., etc. Quand vous exécutez ça dans un terminal, si vous faites un kill du programme principal, tous les trucs vont être killés et tout ira bien. Mais là, c'est un peu moins bien. Donc, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai rajouté un timeout pour dire que si au bout de 20 secondes, c'est indiqué ici, si au bout de 20 secondes, il n'y avait aucun client qui s'était connecté, j'enlevais les threads, histoire que ce soit un petit peu plus propre.
Et donc, le dernier, c'est, là, j'ai bien un calcul qui prend du temps, mais je vais quitter le thread au bout de 20 secondes pour ne pas me pourrir mon notebook. Donc, je vais exécuter celui-là, il est sur le 1241. Donc là, j'ai 4 serveurs séquentiels exécutés en parallèle. Serveur ready, donc 1241. Là, je vais utiliser le serveur 1241. Je l'exécute. Donc là, c'est un serveur qui est lent, mais je vois bien qu'il y a mes 4 premiers clients qui ont été servis au bout de 5 secondes, puis 4 autres au bout de 5 secondes de plus, puis etc. etc. Alors certes, on est moins réactif que celui qui crée un thread par client, mais on peut quand même gérer plusieurs clients en même temps. Et si ça prend un peu de temps, le temps va être typiquement divisé par le nombre de threads utilisés côté serveur pour ce pool de threads. Et voilà, c'était le dernier serveur et le dernier client. Oui, lock on print, non, ça, on s'en fiche. C'était pas... Voilà ce que je voulais vous raconter sur les threads et à quoi ça peut servir en programmation réseau. Est-ce qu'il y a des questions? En gros, si je résume, les threads, c'est bien uniquement si tu as des accès sur un socket ou sur un fichier qui est lent. Sinon, ça apporte rien. Si ton programme est IO bound, oui, ça peut t'apporter beaucoup. Si ton programme est CPU bound, ça ne va pas bien utiliser le multiprocess. Pour bien utiliser le multiprocess, de ce que j'ai vu, il fallait utiliser une autre bibliothèque qui est plusieurs processus. Et donc, plusieurs processus, ça veut dire que chaque processus va avoir son propre interpréteur Python et donc on n'aura pas le global lock. Enfin, plutôt, on aura un global lock par processus. Mais du coup, on perd l'avantage des threads qui est le partage des variables. Et du coup, par rapport à des trucs, alors c'est plus Fabien qui sera capable de répondre peut-être, mais comme les pairanges proposés par Numba qui permettent typiquement de paralyser vraiment du calcul et pas des entrées-sorties. Oui, et Qu'est-ce là, qui se passe en les threads, ils sont dans la bibliothèque C. fait? Et donc, ce sera multithread, mais ce ne sera pas au niveau Python. Ah oui, donc en gros, on ne se fera pas avoir par le Gilles, c'est ça que tu dis en fait. Exactement. D'accord. Donc là, on va bien Oui, donc en gros, si je résume, c'est faites du C, faites pas du Python le jour où vous voulez faire un truc qui dépote, quoi. Si vous voulez faire un truc CPU intensive, soit vous utilisez des versions de Python qui font du vrai multithread, mais c'est pas le cas du Python par défaut. Soit vous utilisez des bibliothèques qui font du multithread au niveau du C. D'accord. Et donc oui, je peux répondre à ça. Donc sur Numba, par exemple, pour faire du prange, il faut que tu sois dans le mode ngit, c'est-à-dire no Python git. Oui. Donc comme le nom l'indique, c'est voilà, tu oublies Python, tu es dans le cœur Numba. Et en Cython, pareil, le prange existe et le mode c'est le no-gil. Voilà, donc tu as un mode no-gil en Cython qui justement, pareil, dit on oublie, hop, vous qui rentrez ici, laissez vos verrous dehors. Et voilà. Okay. Et après, pour des trucs genre gros grains, typiquement lancer plein de simules, plusieurs paramètres, effectivement, comme a dit Sébastien, multiprocessing marche assez bien. De mémoire, tu arrives vaguement quand même à récupérer des petits paramètres, mais c'est pas aussi transparent qu'avec. Et effectivement, chaque truc en fait va avoir son petit interpréteur Python à lui, va pouvoir récupérer des variables. Il y a un petit système de partage de mémoire, mais c'est pas aussi simple et transparent qu'un thread. D'accord, merci. Voilà, et sinon, on peut garder l'espoir que le GIL sera supprimé en Python 4. Oui, pourquoi pas. Mais Python 4, il n'y a pas de sortie prévue encore. Hein. Il va y avoir 3.10, 3.11. C'est imminent, on est à 3.9 pour machin. Et ils vont faire comme la tech, ils vont faire une suite de numéros de version qui tend asymptotiquement vers une valeur.
Yes, maybe. Voilà. Bon, en tout cas, Moi, je vous dis au revoir, je peux vous laisser. ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Enregistrement.